J'ai le plaisir de vous présenter Jean-Pierre Alluc. Jean-Pierre Alluc, il est titulaire d'un doctorat d'État en sciences physiques et il a fait toute sa carrière comme enseignant-chercheur à l'ENSAIA. Alors, sa spécialité, son domaine de compétence, c'est la biochimie. Et je ne suis pas chimiste, donc je ne vous donnerai peut-être pas suffisamment de détails. Il a plutôt travaillé sur la biochimie des substances naturelles, ce qui était intéressant par rapport à son lieu d'exercice. Il a assuré de nombreuses activités d'enseignement dans ces domaines-là, la biochimie structurale et métabolique, la chimie analytique, la biochimie alimentaire, la chimie organique, à la fois à l'ENSAIA et puis hors de l'ENSAIA, école d'ingénieurs et puis troisième cycle d'université. Il a également conduit de nombreuses recherches à la fois fondamentales et appliquées en liaison avec l'industrie, dont certaines ont donné lieu à des contrats, à des thèses chiffres et au développement de solutions donc industrielles. Il a dirigé une vingtaine de thèses de doctorat, beaucoup de DEA, et ses travaux ont évidemment donné lieu à de nombreuses publications. Mais Jean-Pierre est en retraite depuis déjà pas mal d'années et il a eu, depuis son départ en retraite, énormément d'activités de diffusion de la culture scientifique. Je pense que Jean-Pierre ne doit pas refuser quand on lui demande une conférence. Et si vous jouez à chercher Jean-Pierre Alluc dans Google, avant de trouver ses papiers sur la chimie, vous allez trouver l'Est républicain ou la Liberté de l'Est ou le Républicain lorrain qui vous annonce sa conférence passée ou future sur des sujets scientifiques, mais pas que son domaine de compétence. Il a aussi travaillé avec la Société d'horticulture ou avec d'autres, le Cercle Garenne pour l'école de Nancy. Donc, il a énormément de cordes à son arc, je dirais. Avant de lui céder la parole, je voudrais juste dire un mot sur le thème qu'il a choisi, dont il a choisi de nous parler. Je ne suis pas du tout chimiste, mais j'ai travaillé en intelligence artificielle et je voulais souligner que ces deux domaines de la science interagissent de façon féconde depuis très longtemps. Puisque jeune étudiante, on m'a déjà parlé du premier programme d'intelligence artificielle qui s'appelait Dendral à l'époque, et qui avait pour rôle de déterminer les composants d'un corps à partir de spectrométrie. Et c'était donné comme un des premiers programmes d'intelligence artificielle qui avait été élaboré par une collaboration entre des chimistes, des informaticiens, des médecins. Voilà, donc ces collaborations ont continué, fécondes parce que les chimistes ont proposé aux informaticiens des problèmes qui ont fait avancer les modélisations, et puis les informaticiens ont fourni quelques outils aux chimistes qui leur permettent aujourd'hui de nous parler de belles applications. Jean-Pierre, je te laisse la parole. Merci beaucoup, madame. Alors, aujourd'hui, effectivement, en tant qu'ancien prof de biochimie, je n'ai pas travaillé sur les protéines, mais les protéines, j'ai beaucoup travaillé sur les enzymes. Or, les enzymes sont des protéines, évidemment. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais présenter une introduction générale des trois volets en fonction directe sur la thématique en question. Trois volets. Premier volet, quel est l'acteur? L'acteur, ce sont les protéines. Qu'est-ce que c'est que des protéines? Ce sont des macromolécules, poids moléculaire énorme, macromolécules exclusivement faites d'acides aminés. Hein, je vous montrerai tout à l'heure la formule. Et les acides aminés, il y en a, il y en a exactement une vingtaine d'acides aminés. Et il y en a des très simples, comme le glycocol ou l'alanine, peu importe, et il y en a des beaucoup plus compliqués. Et ces acides aminés se réunissent entre eux en formant une liaison, ce qu'on appelle peptidique, CONH. Et donc, ces acides aminés sont reliés les uns derrière les autres, mais ils ne vont pas former une structure primaire, ils vont former une structure binaire, tertiaire et quaternaire. Nous le verrons tout à l'heure.
Alors, ce qui est important dans les protéines, c'est leur structure tridimensionnelle, c'est-à-dire 3D, 3D. Le repliement, comme je l'ai écrit ici, le repliement, alors à quoi c'est dû le repliement? Ben, c'est dû à des liaisons hydrogènes entre des atomes de ces acides aminés ou des interactions à longue distance, bien sûr. Alors pourquoi j'ai choisi les protéines? Parce que les protéines ont des propriétés cruciales, cruciales. Alors, en dehors de celles qui sont nutritionnelles, tout le monde connaît évidemment les glucides, les lipides et les protéines, mais la fonction aussi importante, c'est la fonction des protéines dans tous les processus biologiques des êtres vivants. C'est ça qui est important. Ils peuvent jouer le rôle de catalyseur, l'hémoglobine transporte l'oxygène, enfin, les protéines ont des supports, peuvent jouer le rôle de support mécanique et protection immunitaire, enfin bref, plein de choses. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la fonction des protéines est directement dépendante de leur structure chimique tridimensionnelle, 3D. Ça, c'est le premier volet. Deuxième volet, l'outil. L'outil, c'est l'intelligence artificielle. Bon, là, je suis un peu ignare. Heureusement, à côté de moi, Madame Grandestien est spécialiste. Il y a ici, parmi nous, évidemment, il y a Jean-Paul Aton, mais je ne sais pas s'il est là. L'intelligence artificielle, l'ouragan, un ouragan qui va nous bouleverser le futur. Alors, vous savez qu'il existe plusieurs moteurs de recherche, bien sûr, Microsoft, etc., et des startups, dont OpenAI et Google. Et moi, je vais utiliser, enfin, les chercheurs ont utilisé, si vous voulez, Google et des branches de Google spécialisées dans l'IA. Alors, rapidement, pour concrétiser cet outil, il y a deux domaines palpables de cette révolution chez Google. D'abord, c'est la modélisation des protéines en question. C'est-à-dire que je vais vous montrer que les chercheurs ont utilisé un logiciel d'IA qui est basé sur des outils, bon, je ne connais pas les outils, Deep Learning, que ça s'appelle comme ça, de Google. Et bon, ça porte un nom, AlphaFold, je vous en dirai deux mots. Alors, ceci est capable d'annoncer à quoi ressemblera une protéine à partir d'une séquence primaire polypeptidique. Hein. Elle va nous donner la structure en 3D, donc dessiner sa structure 3D. Et l'autre domaine palpable de cette révolution, c'est évidemment cartographier les neurones. Ça, c'est aussi un domaine de Google. Hein, il y a une branche de Google Research qui s'appelle Connectomics et qui est spécialisée dans la cartographie des connexions cérébrales. Hein. Et cette branche-là a généré la reproduction en 3D de la plus détaillée à ce jour des synapses et des neurones du cerveau humain. Donc ceci, évidemment, alors Google n'était pas seul à travailler là-dessus, cette structure de Google travaillait évidemment aussi avec deux centres importants, l'Institut Max Planck en Allemagne et Harvard. Alors tout ça, évidemment, comme objectif pour mieux appréhender et traiter les troubles neurologiques. Et enfin, le troisième volet, l'objectif. Quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt de cette communication? Eh bien, c'est tout simplement, d'abord, premièrement, la confirmation de l'identité de la structure 3D des protéines qui a été obtenue par voie physico-chimique et celle qui a été obtenue par IA. Et vous verrez tout à l'heure qu'il y a une belle correspondance. Hein? Et l'intérêt de tout cela, c'est d'accélérer la création de médicaments. C'est ça le plus important, à partir du moment où vous connaissez la structure de la cible. Et tout à l'heure, en conclusion, je vous parlerai d'une start-up française qui s'appelle One Biosciences, et avec des algorithmes d'IA, et qui travaille avec l'Institut Curie, l'Institut Gustave Roussy et la PHP, eh bien, ils ont ciblé leurs travaux sur le cancer. Donc voilà, ça c'était les trois volets. Alors, on va entrer dans le vif du sujet. Alors, on va entrer dans le vif du sujet. Alors, tout a démarré sur une publication qui est parue dans Nature en 2021. Et là, donc, il y a des chercheurs de DeepMind, qui est une filiale d'Alphabet et la maison mère de Google. Alors, cette publication-là, elle a beaucoup eu des commentaires. Alors, pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, le problème posé, c'est quoi? Suite
à des acides aminés. Voilà la structure des acides aminés, la structure générale d'un acide aminé. Alors, suite à ces acides aminés, quelle forme va prendre la protéine constituée de cet assemblage? Il y en a une vingtaine d'acides aminés. Hein. Eh bien, autrement dit, comment la nature passe-t-elle du plan de montage à une pièce complexe, hein, ayant des propriétés particulières? Eh bien, les protéines, comme je vous l'ai dit, macromolécules, les protéines sont évidemment produites par le génome via l'ARN messager, que l'on connaît bien sûr. Alors, j'en ai cité quelques-unes, des enzymes, des hormones. Voilà des protéines, des anticorps, des protéines fibreuses, de muscles, etc., etc. Donc, et moi, je vais vous montrer, j'ai ciblé l'insuline humaine. L'insuline humaine. Alors, voilà une photo de l'insuline cristallisée. Alors, en bas, j'ai représenté la structure primaire linéaire, ensuite la structure secondaire qui est en hélice, structure tertiaire, et vous voyez la structure quaternaire. Donc, vous voyez, 3D, structure 3D, évidemment. Alors, l'insuline, pourquoi j'ai choisi l'insuline? Parce que tout le monde connaît l'insuline, taux de glucose, maintien du taux de glucose sanguin, hein, dans le sang, bien sûr, et une chaîne donc formée par une séquence d'acides aminés, la structure primaire, va définir une protéine comme l'insuline. Hein. Il va y avoir un repliement de tout cela, comme je vais vous le montrer tout de suite, et même on peut avoir des réseaux avec des structures quaternaires. Alors voilà, donc voilà, lorsqu'une des protéines est synthétisée par la machinerie cellulaire à partir du code génétique, elle va prendre donc sa forme définitive en se repliant, donc, et en fonction évidemment des lois de la physique-chimie. Eh bien, ce repliement aboutit à une configuration stable, hein, qui résulte, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, à des interactions entre atomes. Alors, si la nature sait s'y prendre, par contre, les biologistes ont du mal. Hein, et évidemment, alors je vous ai montré ici, voilà une protéine, voilà une structure 3D d'une protéine, peu importe son nom, et elle permet à certaines plantes de résister à des maladies. Donc, vous avez vu la structure spatiale, hein, on arrive difficilement par les méthodes physico-chimiques à la trouver, mais l'intelligence artificielle peut nous résoudre le problème. Donc voilà des diversités de structures, hein, peu importe, et voilà ce que je voulais simplement dire. Vous avez à gauche, en haut à gauche, le chromosome, hein, qui contient, bon ça c'est un rappel avec les bases A, T, C, G, c'est le code génétique. Ensuite, vous avez le code génétique qui permet la constitution d'acides aminés via l'ARN, évidemment. Et ensuite, tout ça, il y a des repliements, structures et schéma de pliage comme en bas à droite. Voilà, c'est un schéma suffisamment explicite. Alors, en cause, évidemment, quand on veut imaginer le repliement, ben, il y a une sacrée combinatoire. Hein. Il y a une protéine, il y a des dizaines de milliers d'atomes, hein, qui peuvent interagir. Alors voilà ce fameux directeur de recherche qui est directeur d'une structure, justement, d'un centre sur la structure des protéines. Eh bien, il disait à l'époque, une protéine contient entre 100 et 300 acides aminés, c'est le minimum, ça peut aller jusqu'à 1000, bien évidemment. Alors, même avec ce nombre d'acides aminés, vous voyez, le nombre de protéines potentielles, il est immense, 20 puissance 300. Alors, c'est quand même beaucoup, c'est énorme. Mais toutes ces combinaisons ne sont pas produites par le génome humain. On estime qu'un génome d'eucaryote, cellule avec noyau, donc, n'est capable de synthétiser que quelques dizaines de milliers de protéines différentes. Hein. Et ce fameux directeur de recherche disait, voilà, dans les années 70, le prix Nobel de chimie américain avait formulé le problème de repliement des protéines de façon élégante. C'était très simpliste. La conformation d'une protéine, eh bien, elle dépend essentiellement de sa séquence d'acides aminés. C'est très léger comme définition, bien évidemment. Heureusement que la résolution du problème, elle s'est améliorée. Alors, évidemment, les interactions entre les atomes sont nombreuses, c'est sûr, et les simulations numériques ont eu lieu, et il y a à ce sujet des compétitions internationales qui ont eu lieu avec différents centres de recherche pour modéliser les protéines, et des concours de simulation, hein, pour obtenir une conformation finale stable à partir d'une forme initiale linéaire.
Eh bien, au départ, ces simulations n'ont pas été formidables, hein, pas trop de bons résultats. Un chercheur au CNRS à Grenoble, il disait la difficulté, c'est que ces calculs nécessitent de connaître toutes les interactions qui s'exercent entre les entités de la molécule à partir des principes physiques et chimiques fondamentaux, bien sûr. Or, ces molécules sont tellement grandes que on ne peut faire que des moyennes grossières. Donc, il est très vain de vouloir tout prédire de cette matière, bien sûr. Heureusement est arrivée l'intelligence artificielle qui a changé la donne, évidemment. Et petit à petit, avec des méthodes que je ne connais pas, et d'autres personnes le connaissent, les méthodes d'apprentissage statistique, le machine learning, ont été intégrées aux algorithmes. Ça, c'est l'outil, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et la mise au point d'algorithmes de simulation et de modélisation avec donc un apprentissage automatique. Donc, il y a eu, à partir du développement de l'IA, il y a eu des compétitions qui ont eu lieu entre différents labos. Alors, ils ont appelé ça CASP 13. En 2018, une compétition, hein, et les scientifiques ont pu comparer leurs résultats de prédiction. Alors, la première équipe, c'est l'équipe de Google, hein, l'équipe d'Imbin de Google, sont entrés dans la course. Leurs résultats ont été impressionnants et le programme, à ce moment-là, en 2018, a été baptisé AlphaFold. Hein, et ils ont prédit la structure de 43 protéines cibles avec une précision de 15 à 20% supérieure à celle de la centaine des autres équipes qui participaient à la compétition. Donc, Google n'est pas mal. Gros investissement, malheureusement aussi. 30 personnes, 5 ans. C'est quand même beaucoup. Hein. Alors, il y en a eu d'autres, des compétitions, vous voyez. Et là, ils ont numéroté leur programme, AlphaFold 2, il y a eu 1, 2, et aujourd'hui, c'est 3. Hein. Donc, le problème du repliement des protéines a été quand même bien résolu par l'IA. Hein, et avec cette intégration de l'apprentissage statistique des programmes, que je ne vais pas commenter puisque je ne connais pas particulièrement l'outil. Donc voilà. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que les ingrédients qui ont participé à ce succès, c'est qu'il y a eu beaucoup de données de structure et de séquences protéiques, évidemment aussi, et il y a eu aussi une puissance de calcul importante qui n'est pas facilement accessible par des laboratoires académiques. Eh bien, et il y a aussi des collaborations avec les meilleurs chercheurs du monde, hein, évidemment. Alors, tout ça, la question est aussi bien de comprendre ce qui, avec l'apprentissage automatique, nous permet d'obtenir des bons résultats. Hein. Eh bien, voilà. Alors, les applications maintenant, c'est ça le plus important, c'est en biologie et en recherche médicale. Hein. Alors, sur le plan fondamental, les chercheurs de Google ont montré, vous allez voir, on dit que c'était un tremplin vers l'attaque d'autres problèmes complexes, comme les interactions ARN-ADN ou même ARN-ADN-protéines, hein, bien sûr. Alors l'objectif ultime de Google, de cette branche de Google, c'était la conception de nouvelles protéines avec des fonctions sur mesure. Ça, évidemment, c'est intéressant, ça peut permettre également de créer des protéines artificielles, de concevoir des protéines artificielles que la nature ne connaît pas, bien sûr. Alors, à la suite de ces succès de Google, tous les labos sont venus chez Google et ils ont visité la base de données des protéines qui était à leur disposition. Et puis, il y a eu des résultats qui ont été publiés. Et les applications en bio et en médecine, l'antibiorésistance, c'est un sujet d'actualité. Et la biologie du SRAS-CoV-2, hein, le COVID-19, à partir du moment où on connaît, si vous voulez, la protéine d'attaque du Covid, c'est le fameux, comment on l'appelle, le spike. Le spike. Voilà. Alors, à partir du moment où vous connaissez le spike, il vous faut évidemment trouver la protéine qui arrive à inactiver le spike. C'est ça le problème. Hein. Donc, évidemment, il y a des structures, 100 millions, ça me paraît beaucoup. Hein. Alors, en Europe, il y a un labo à Heidelberg. Il y a aussi en France, à Grenoble, mais à Heidelberg aussi, le MBL, le Laboratoire européen de biologie moléculaire. Eh bien, vous voyez, ici, ils sont arrivés à avoir, par comparaison avec les techniques expérimentales par cristallo, rayons X, RMN ou microscopie électronique, eh bien, on est arrivé à une belle correspondance.
hein, une belle correspondance, une belle modélisation. Hein. Donc, détermination par AlphaFold, donc des structures protéiques, avec des perspectives, je ne vous dis pas, très intéressantes. Hein. Exemple, voilà, beaucoup de biologistes ont travaillé sur une protéine végétale, hein, sur l'arabette, hein, l'Arabidopsis thaliana. Eh bien, ça, c'est la structure qui a été donnée. Alors, j'ai pas, évidemment, je ne peux pas superposer, parce que c'est. Vous voyez un peu la structure, hein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a là, il y a 1138 acides aminés. Vous vous rendez compte? Dans la protéine en question. Hein? Et c'est une protéine qui est très intéressante parce qu'elle résiste aux maladies. Donc, alors, sa structure 3D n'est pas connue expérimentalement, mais par IA, on est arrivé à donner la structure. Alors, vous avez vu précédemment, je reviens en arrière, il y a des couleurs. Il y a des couleurs, pardon. Il y a des couleurs, voilà, les couleurs bleues sont des couleurs pratiquement certaines de la localisation des chaînes. Et le degré de confiance est un peu plus faible pour les couleurs oranges, c'est tout. Donc, vous voyez, c'est quand même pas mal. Hein. Je n'ai pas représenté la structure telle qu'on la connaît, mais ça, c'est la structure obtenue par AlphaFold. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, c'est quand même pas mal du tout. Donc, voilà, c'est ce que je viens de vous dire au niveau des couleurs. Voilà. Alors, AlphaFold devrait intéresser de nombreux laboratoires. En plus du protéome humain, il s'intéresse aussi à des protéines d'animaux. Beaucoup de recherches sur la mouche, la souris, le poisson zèbre. Hein. Et même la branche de Google travaille sur les protéines de la bactérie de la tuberculose, sur le bacille de Koch et sur le plasmodium, responsable du palu, pour mieux cerner, évidemment, les protéines responsables. Donc des collaborations possibles, hein, afin de trouver, parmi les protéines du parasite, de nouvelles cibles thérapeutiques. C'est ça la finalité, trouver une cible thérapeutique. Alors, ce qu'il faut vous dire, tout à l'heure, je vous ai parlé d'Heidelberg, l'European Molecular Biology Laboratory, EMBL, c'est Heidelberg. La responsable, c'est une Anglaise, Edith Hert, et elle est spécialiste de l'épigénétique, et elle travaille là-dessus aussi. Elle a dit c'est formidable, le champ d'application est vaste, hein, et une révolution évidemment au niveau de la recherche médicale. Hein, par exemple, des maladies infectieuses au cancer, et vous voyez, on peut cibler une ou plusieurs protéines, évidemment. Hein, et lors du développement d'un médicament, l'enjeu est d'identifier évidemment une protéine d'intérêt, puis de trouver quelle zone dans sa structure contient des sites cibles. C'est ça le plus important. Hein. Alors, oui, ça c'était simplement pour concrétiser l'intérêt des médicaments. Jusqu'à maintenant, ça a été, hein, je rappelle ici la pénicilline, c'était évidemment purement empirique, la pénicilline. Mais maintenant, évidemment, on a parlé du Covid, ben, ça serait pas mal de mettre au point des mini-protéines qui pourraient bloquer le SARS-CoV-2. Hein, c'est ça le plus intéressant. Et comme je vous disais tout à l'heure, c'est la fameuse spike qui permet au virus de s'introduire dans les cellules et qu'il faudrait inactiver. Voilà. Alors, ces travaux font l'objet de publications dans la revue, pas n'importe lesquelles, évidemment, c'est Science ou Nature. Voilà. Donc, déjà, au niveau du sida, on avait déjà développé des médicaments qui bloquaient le fonctionnement des protéines responsables de la réplication du virus. Hein, et AlphaFold, eh bien, pourra donner une aide sérieuse et précieuse aux nouveaux produits thérapeutiques. Et évidemment aussi être utile pour améliorer la compréhension des maladies génétiques rares. Hein, voilà. En permettant de mieux comprendre l'impact des mutations sur la structure des protéines déficientes dans ces pathologies. Voilà. Alors, je voudrais terminer, parce que je ne sais pas combien de temps j'ai mis, je voudrais terminer mon propos en ciblant une start-up française qui s'appelle One Bioscience, qui est une start-up qui a été créée à partir de l'Institut Curie, hein, avec une femme chercheuse qui s'appelle Céline Ballot, peu importe, et elle travaille en partenariat, et cette start-up travaille avec l'Institut Gustave Roussy, et évidemment, ce qui les intéresse, eux, c'est les cellules cancéreuses.
les cellules cancéreuses. Hein. Eh bien, la start-up passe les cellules cancéreuses au jour d'aujourd'hui au peigne fin de l'IA. Hein. Et ça permettra d'analyser les données au moyen de l'IA, bien sûr, et semble-t-il, des nouveaux traitements pourraient voir le jour en 2026. Bon. Alors, pourquoi? Parce que la question était la suivante. Pourquoi la tumeur de certains patients atteints d'un cancer résiste-t-elle au traitement quand d'autres y répondent? C'est ça le problème. Alors, l'ex-patron de Transgène, qui est le directeur général de One Bioscience, ont utilisé des algorithmes d'IA pour trier. Bon, ils ont d'abord trié évidemment les cellules cancéreuses des cellules saines, et sur les cellules cancéreuses, ils ont travaillé pour trouver, si vous voulez, dans les échantillons. En général, ils prélèvent entre 5000 et 10 000 cellules, et là-dessus, ils étudient, ils travaillent sur au moins 3000 à 4000 gènes à séquencer. Et à partir de là, évidemment, c'est quand même fort intéressant. Eh bien, voilà. Alors, tout ça, encore une fois, la finalité, candidat médicament qui pourrait traiter le cancer dans de bonnes conditions. Alors, évidemment, pour entamer des phases de développement, je ne vous dis pas, il faut des fonds. Enfin, ils ont trouvé des fonds quand même. Hein, ils ont eu cette start-up à utiliser des fonds de l'ordre de 7 millions d'euros en 2020, dont 2 millions de la BPI. Bon, ils se développent. Mais ils veulent développer des futurs candidats médicaments, et ils veulent en plus, ils n'excluent pas à nouveau des partenariats avec des labos pharmaceutiques. Pourquoi pas? Je vous remercie de votre attention. Est-ce qu'il faut non seulement trouver des protéines stables, mais aussi des protéines qui restent stables dans l'organisme quand on leur a injecté le médicament? Alors, je vous dis pourquoi je pose cette question. Parce que si ce qu'on m'a dit est vrai, on m'a dit que les protéines, la forme des protéines est sensible selon que le milieu est acide ou basique, et elle est sensible aussi à la chaleur. Donc, si on injecte une protéine dans le corps, peut-être qu'elle peut réagir différemment en fonction des conditions internes du corps. Non, température du corps. Non, non, la protéine. Donc, quand on m'a dit qu'une protéine est sensible à la chaleur ou à l'acide, c'est faux. Ça dépend. Pourquoi vous parlez de chaleur? Là, on s'intéresse à la chaleur humaine. Oui, mais il y a des gens qui ont des fortes fièvres, par exemple. Oui, non. La protéine résiste. La protéine résiste à 39 degrés ou 40, il n'y a aucun problème. Non, ce sont des températures beaucoup plus élevées où la protéine se dégrade, mais pas aux variations de température humaines. Si le milieu est trop acide, elle résiste aussi. Oui, parce que la fonction, si vous voulez, l'unité de base de la protéine, c'est l'acide aminé. C'est RCH, CO2H, NH2. Donc, la fonction amine et la fonction carboxylique sont là pour tempérer la situation. Donc, madame, la spécialiste de l'IA, je pense que cet outil, ô combien est intéressant pour la structure. Oui, Jacques. J'ai une petite question. La France était quand même, dans les années 65, avec un système qui s'appelait DARC, conçu par Jacques-Émile Dubois, un des leaders pour la recherche d'informations en matière de chimie. Donc, il avait fait, dans les années 65-70 déjà, un système de recherche de formules chimiques, ce qui ressemble un peu à ce qu'on est en train, ce que vous venez d'exposer. Alors ma question, c'est comment se fait-il qu'on a perdu, enfin qu'on n'a pas réussi à maintenir ces compétences en France?
Google, Oui, bien sûr. Alors, tout à l'heure, on a parlé des deux dames qui ont généré la méthode CRISPR-Cas9. Hein. Il y a Emmanuelle Charpentier, c'est une Française. Elle sort de l'Institut Pasteur. On ne l'a jamais retenue en France. Elle est partie faire son postdoc aux USA. Elle est revenue. On ne l'a pas prise en France. Elle est allée en Suède. Elle a eu un poste d'enseignant-chercheur en Suède. Elle est allée à Vienne, en Autriche. Et au jour d'aujourd'hui, elle dirige un laboratoire de microbiologie à Berlin, à l'Institut Max Planck. Voilà. La France n'arrive pas à maintenir les très bons chercheurs. à l'époque, dans tout ce qui était informatique, il y avait le plan calcul, puis après, il y a eu l'agence de l'informatique qui a beaucoup dopé ce genre de recherche. Et aux États-Unis, c'est pas que l'industrie. Hein. Le DoD, la NASA ont été à fond pour soutenir Google. Oui, oui. Mais les labos ne travaillent pas seuls, vous avez vu. J'ai signalé tout à l'heure l'application en neurologie sur les synapses. Avec Comectomix. Hein, vous avez peut-être vu les photos extraordinaires de la cartographie du réseau neuronal à partir d'une biopsie de 1 mm3 qui a été prise chez un sujet sain qui avait une chirurgie pour la maladie de Parkinson. Et donc, on voit les connexions dans tous les sens, c'est fantastique. Alors, ce que je voulais dire, c'est que Google ne travaille pas seul, la branche Google ne travaille pas seule, elle travaille avec l'Institut Max Planck de Berlin et avec un autre labo, je ne sais plus lequel. Autre question, commentaire, peut-être Monique, non, sur l'intelligence artificielle et son intérêt? Bah, on va laisser je vous laisse la question, après je ferai un commentaire, effectivement. Bien. Sur le Google a acquis d'abord une puissance financière énorme avant de se mettre dans cette recherche. Ils ont des sous. Et il a fait ça sur son logiciel de moteur de recherche. 30 chercheurs, 5 ans, pour la définition du programme AlphaFold 2 et 3. 30 chercheurs pendant 5 ans. C'est un programme européen habituel, ça. Je rajouterai que c'est 30 chercheurs sur ce sujet, entourés par 300 chercheurs sur des domaines très connexes qui enrichissent le paysage. Hein. Donc, c'est pas 30, c'est plutôt 300 et puis 3000, pourquoi pas. Hein. Donc, c'est effectivement un sujet alors qui est pas propre à celui-là, c'est celui de la force de frappe nécessaire pour conduire la recherche aujourd'hui. Notre collègue du CNRS, on pourra avoir une discussion. Après, moi, ma conviction, c'est que on est dans une affaire d'asymptote. Hein, donc, il y a l'intelligence artificielle, il y a l'homme. De temps en temps, l'intelligence artificielle fait de grands pas. Et puis elle est quand même pas arrivée à l'homme. On repart avec une rupture dans notre asymptote, mais on est reparti pour un temps. Donc aujourd'hui, on est au temps des applications de cette grosse rupture qui s'est produite en intelligence artificielle. Voilà, ça c'est mon commentaire un peu général sur le sujet. Merci. Les applications médicales sont nombreuses, évidemment. Alors, Edwige, la science a été attaquée, là, non? Non, c'est la politique des États qui a été attaquée. Et je conçois bien que les temps que nous avons vécus ne sont peut-être pas les temps que nous vivrons. Mais on peut prendre l'exemple en fait de la prix Nobel qui dit ben oui, je suis française, mais j'ai fait toute ma recherche hors de France pour des raisons financières, d'accueil de mon sujet scientifique. Mais on ne peut pas déduire d'une observation une généralité de fuite des cerveaux, de disparition inquiétante. On peut aussi regarder la richesse de l'école mathématique française et que sans la richesse de l'école mathématique française, ben, il y a des tas d'applications qui n'existeraient pas, dont la cybersécurité, dont sans doute une partie de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Donc le fait que les États continuent à investir sur une recherche très amont, très fondamentale, très désintéressée, ça va forcément avoir un impact sur des domaines d'application. Le problème du politique, c'est que souvent, il résonne domaine d'application parce que ça a un côté rassurant pour un élu de financer quelque chose qui ressemble à une application transférable. Donc, c'est rassurant, ça va vite, ça va être sur la durée du mandat. Et donc, on verra quelque chose, on inaugurera, on mettra des autocollants. Enfin, voilà, Jean-Marie voit bien à quoi je fais référence, mais c'est toujours rassurant de financer un équipement pour un élu.
Mais financer du temps, financer des doctorants, financer de l'encadrement, ça c'est quelque chose qui est beaucoup plus impalpable et beaucoup plus difficile, même si on n'arrête pas de dire que c'est aussi de l'attractivité. Faire venir des gens du monde entier, la moitié des doctorants sont de nationalité étrangère. Donc on ne peut pas dire que la France est fermée sur ce volet-là. Et puis après, il y aura les sujets de protection du patrimoine scientifique où on pourra encore débattre 1000 ans. Est-ce qu'un des aspects du sujet, c'est pas finalement l'application de ces recherches? On est très fort en théorie, en concept, mais les Américains et Google, vous connaissez la valorisation boursière de Google, qui a encore augmenté avec l'IA, qui est une des plus grosses, qui a dépassé Apple. Donc il y a des sommes gigantesques, et puis tout ça grâce aux données aussi qu'on leur fournit, hein, grâce à tout ce qu'on leur donne. Donc c'est peut-être plutôt un problème de moyens d'appliquer, de mettre en œuvre finalement les applications, avec non seulement des chercheurs pour ça, mais il faut de l'argent. Hein, de l'argent. Alors, je vois que ça soulève tout de suite des réactions. Alors, Jean-Claude, ensuite Jean-Marie, et ensuite on termine. Effectivement, il y a un problème. Mais je voudrais dire quand même que les moyens que l'Europe déploie sur le sujet sont à la hauteur des moyens que Google déploie sur le sujet. La grosse différence, c'est qu'ils bénéficient d'une base de données qu'ils ont constituée progressivement, puisque depuis des dizaines et des dizaines d'années, nous utilisons Google comme moteur de recherche, c'est-à-dire qu'on autorise Google à venir regarder toutes nos publications et à les stocker dans ces bases de données et les utiliser. C'est ça la richesse extraordinaire de Google. Le budget, un projet européen, c'est de l'ordre d'un projet européen, c'est de l'ordre d'une trentaine, une cinquantaine de chercheurs sur 3, 5, voilà. C'est les projets européens que j'ai animés, c'était 12 millions d'euros. Voilà. Bon, mais des projets comme ça, il y en a des centaines. Donc c'est bien sûr, il y a un problème financier, mais il y a d'abord le problème, le matelas sur lequel s'est assis Google, c'est le matelas de données qu'il a accumulées et qu'il exploite. Ce sont nos données qu'il exploite. Oui, mais on n'a pas développé Google non plus. Non, c'est Jean-Marie. Non, je crois qu'il faut arrêter de se fustiger parce que on a un prix Nobel français qui n'habite pas en France. La science, ça appartient à personne. Que la France ait produite Emmanuel Charpentier, c'est déjà magnifique. Ce qui compte dans la recherche, c'est en fait c'est une loi de puissance. C'est jamais proportionnel à la taille de l'entreprise ou de la nation, etc. C'est proportionnel à une puissance du nombre de personnes qui s'attaquent à un sujet. De nos jours, un chercheur tout seul dans un domaine, il avance plus beaucoup. Et je pense que la raison pour laquelle l'école mathématique en France décline lentement, même s'il y a des gens absolument prestigieux, c'est qu'ils sont plus tous à Nancy ou tous à l'Institut Poincaré à Paris. Il y en a un peu partout des mathématiciens, ils sont tous très brillants, mais ils ne travaillent pas ensemble. Et si on veut qu'une université croisse et embellisse, il faut regarder le modèle de Cambridge en Angleterre. Il y a 89 prix Nobel dans cette université depuis sa création. Elle est 5 fois plus petite que l'université de Lorraine. Il y a des raisons à ça. C'est que l'excellence attire l'excellence. Voilà. L'université de Lorraine ne forme pas que des chercheurs, elle forme aussi des gens qui vont travailler dans la société. C'est des problèmes de finalité. Oui, oui. Mais il faut, si on veut réussir dans un domaine, il faut bien choisir le domaine et il faut mettre le paquet. Et en France, très souvent, on choisit pas les domaines, on les prend tous et on met jamais le paquet. On met le paquet pour que l'inauguration se passe bien et une fois le ruban coupé, débrouille-toi pour trouver les moyens d'alimenter ta machine et payer tes factures d'électricité. On peut demander à Stéphane Mangin qui est dans la salle, je crois qu'il connaît bien le sujet. Pierre? Oui,
je veux dire, on a un petit peu dérivé sur la recherche, sur le financement, mais le problème que je me pose, et je suis un petit peu à la base, c'est que c'est très bien de trouver des nouvelles molécules qui seront exceptionnelles, mais est-ce qu'on pourra se les payer et est-ce qu'on pourra les utiliser? Et pour qui? Parce qu'actuellement, on ne trouve plus de Doliprane en France, on ne trouve plus d'amoxicilline en France, pourtant qui sont des choses toutes simples. Alors, ces nouveaux médicaments, comment on va faire pour les financer et pour qui? Réponse courte, car Oui, mais difficile de répondre. Vous avez raison. Hein, d'observer. Il n'y a pas de réponse, oui. Je ne sais pas quoi répondre à ça. Mais vous avez raison.